Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire vers de nouveaux équilibres socio-économiques qui va nous mettre en perspective la vision et l'engagement des médias avec ce titre Agenda 2030, tous concernés, que font les médias? Peut-être deux mots pour ouvrir sur finalement dans quoi nous inscrivons par rapport à ce webinaire. Un constat déjà partagé à un niveau très large, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit finalement leur domaine, public ou privé, chaque organisation est en questionnement par rapport à la force des transformations systémiques qui les traversent, qui sont d'ailleurs parfaitement incarnées par les 17 objectifs de développement durable de l'agenda 2030, et notamment celui des partenariats, l'EDD 17. Chaque organisation est amenée à se questionner pour savoir finalement de quelle manière elle va évoluer, peut-être être amenée à se transformer demain. En France, plus de 15 ans de recherche empirique ont permis de qualifier et de capitaliser une connaissance partagée sur ces modèles socio-économiques et notamment d'intérêt général. Et l'étude d'impact de l'ODD 17 a mesuré de 2018 à 2022 les effets du Faire Alliance sur tous les modèles d'acteurs avec pour le coup une nouvelle réjouissante puisque ça peut avoir un effet levier en termes de performance, d'innovation et de confiance. Et ce programme, qui est copiloté avec la GEBVA depuis 2020, s'inscrit dans le prolongement d'un premier programme qui s'appelait Reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général, qui était parti d'un constat en 2020, à l'issue du rapport de la mission ministérielle pour accélérer les alliances stratégiques, sur le besoin d'acculturer les acteurs à ces dimensions de coopération et d'alliance, et sur la partie des modèles socio-économiques de partager notamment une culture commune et des repères communs. Donc voilà la base de cheminement dans laquelle ce webinaire s'inscrit. C'est le 19e de notre cycle vers de nouveaux équilibres socio-économiques avec ce titre, donc Agenda 2030, tous concernés, que font les médias, qui va notamment vous partager une diversité d'exemples, d'initiatives ainsi que de méthodes et d'outils au service de vos propres réflexions et actions. Le cheminement suivi par ces cycles de webinaires a eu deux étapes. La première, qui était plutôt une étape pédagogique, comment fonctionne un modèle socio-économique et notamment ces trois piliers, richesse humaine, financement et alliance. Et après avoir décrypté cette pédagogie, depuis 2022, on ouvre et on s'intéresse à l'étude de l'écosystème, plus précisément de quelle manière ces modèles socio-économiques peuvent s'articuler avec une diversité de domaines d'action, de profils d'acteurs et de territoires. C'est tout le sens du Rubik's Cube que vous voyez à l'écran. Au menu de notre webinaire, on aura 3 temps. Un premier d'ouverture de mise en perspective relative aux avancées du programme Jeunes et Territoires 2050 qui nous sera présenté dans quelques instants par le Rameau. La boussole de l'agenda 2030 finalement pour découvrir une diversité de témoignages et de moyens aussi de valoriser l'engagement des ODD par les médias. Et on aura également un temps de mise en main, de découverte d'outils pratiques pour piloter les transitions. Sans plus attendre, j'invite Charles Benoît Hetzig, président fondateur du Rameau, à nous partager les avancées du programme Jeunes et Territoires 2050. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce webinaire et particulièrement pour faire un point d'étape sur un programme qui nous est cher, Jeunes et Territoires 2050. Alors, pour en rappeler le contexte, parce que c'est important de comprendre dans les travaux de recherche empirique du Rameau, finalement, qu'est-ce qui fonde le cheminement commun sur lequel nous travaillons. Je rappelle qu'entre 2018 et 2022, l'Observatoire des partenariats, en lien avec l'Institut pour la recherche, pour la Caisse des dépôts et le Rameau, ont mené la première étude d'impact de l'ODD 17 à l'échelle d'une nation, et plus particulièrement d'une nation déclinée au niveau des 13 régions métropolitaines. Et je rappelle aussi qu'à ce moment de cette étude, le constat était d'un impact visible et partagé de nos concitoyens aux élus locaux, en passant par les dirigeants d'entreprises, associatifs et acteurs académiques, sur les 3 impacts que peut avoir le jouet collectif lorsqu'il est activé au service de l'intérêt général. D'abord, la performance des organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Ensuite, l'innovation, qu'elle soit
territoriale ou sociétale, et enfin, la confiance, qu'elle soit individuelle ou collective. Tels étaient les résultats de cette grande étude d'impact de l'ED17 à l'échelle de la France. De là est né 3 grands programmes pour accompagner la mise en action en commun, finalement, de cette capacité à construire ensemble ce qu'aucun d'entre nous ne pourrait faire seul. Le premier d'entre eux, bien évidemment, a été trajectoire socio-économique dans le cadre de la mission ministérielle pour accélérer les alliances entre associations, entreprises, collectivités au plus près des territoires. Et nous vivons ensemble aujourd'hui le 32e webinaire depuis le début du lancement de ce cycle en 2020 pour justement partager, faire le retour d'expérience de ces sujets. Et ceux qui étaient là hier au Forum national des associations et des fondations qui réunit chaque année 5000 dirigeants du secteur associatif et des fondations. Nous avons eu l'occasion, avec la direction de la jeunesse, de la vie associative et de l'éducation populaire, de partager finalement l'urgence et l'importance de travailler sur ces compétences socio-économiques. Nous avons vu d'ailleurs le lien avec le rapport que le Conseil économique, social et environnemental a publié en début d'année. Le deuxième levier, le deuxième programme, et nous en avons parlé lors du dernier webinaire, c'est ce programme sur réussir ensemble la territorialisation des transitions, comment les collectivités territoriales, au travers de chefs de projet innovation territoriaux, comment est-ce que les catalyseurs territoriaux, cette ingénierie du premier kilomètre des besoins, comment l'engagement territorial des entreprises, comment l'engagement des femmes et des hommes à travers des initiatives citoyennes et associatives se mobilisent sur un territoire autour de projets de territoire partagés. Nous avons largement commenté cette année dans les webinaires cette dynamique. Mais je rappelle, pour ceux qui étaient en début d'année à notre premier webinaire, où nous faisions un bilan et perspective, qu'il nous était très important de souligner l'envie d'engagement des jeunes au plus près de leur territoire. C'est ce que l'étude qui avait été réalisée l'année dernière au moment de la revue nationale volontaire de l'agenda 2030 pour la France qui a été remise à l'ONU. Nous avions mené une étude auprès des jeunes de 18 à 24 ans et de 25 à 29 ans pour connaître leurs convictions. Et c'est sur cette base que ce programme a été monté. L'objectif, c'est très clairement de pouvoir valoriser et de pouvoir modéliser la diversité des pratiques d'engagement de la jeunesse, ou plus exactement des jeunesses, pour agir ensemble en territoire afin d'inventer avec eux les modèles, la réinvention de nos modèles dans une dynamique, bien évidemment, de conduite de changement. Nous savons tous que ces modèles sont en transformation, mais il ne faudrait pas vouloir les faire pour les autres, mais il faut bien les faire avec les autres. Et c'est encore plus vrai avec la jeunesse, je vais y revenir. Dans ce programme quinquennal, nous avons décidé de mettre la temporalité au cœur du sujet, prendre le temps. Et le premier temps, c'est ce dont nous avions rendu compte en janvier, c'est 18 mois pour écouter la diversité des jeunesses, pour pouvoir nous dire qu'est-ce qu'ils ont envie d'engager, sur quoi sont-ils déjà engagés, comment est-ce qu'ils entreprennent finalement l'intérêt général au plus près de leur territoire. Le deuxième temps, celui que nous vivons actuellement, nous sommes à mi-chemin de ce deuxième temps, c'est de valoriser la diversité des dynamiques qui existent déjà autour de la jeunesse, avec la jeunesse, et nous aurons quelques exemples tout à fait marquants dans ce webinaire. Et puis, le troisième temps sera de septembre 2025 à l'été 2027, durant 2 années scolaires, de pouvoir prototyper une dynamique collective pour être en capacité, dans la diversité de nos territoires, pas seulement métropolitains, mais aussi ultramarins, de pouvoir se dire comment on appréhende collectivement cette capacité de la jeunesse à construire avec les collectivités territoriales, avec les associations, avec les entreprises, un avenir en commun de leur territoire. Et voyez bien à quel point nous sommes au cœur du 17e objectif de développement durable, comment nous inventons ensemble ce que aucun des acteurs ne peut faire seul. Et bien évidemment, dans ce programme, les jeunes sont impliqués, les territoires sont impliqués, les initiatives d'intérêt général, les entreprises, les institutions, les acteurs académiques. Je ne vais pas citer l'ensemble des acteurs, mais c'est bien une réflexion collective pour nous dire, savons-nous voir, savons-nous entendre ce que les jeunes font déjà pour inventer un avenir en commun. Alors, dans cette dynamique,
vous savez sans doute que nous avons déjà présenté dès janvier dernier à la 6e journée mondiale pour l'éducation les résultats de la phase d'écoute qui avait été faite non seulement des jeunes, mais aussi des institutions, notamment lors d'un colloque au CESE l'année dernière, qui avait été co-présidé par le président du CESE et la ministre de la Jeunesse. Et bien évidemment, les acteurs territoriaux, c'est la raison pour laquelle c'est à l'occasion d'un événement territorial, le Festival de l'Apprendre, organisé par la Maison de l'Apprendre de Lyon, qu'avait été restituée cette étude exploratoire. Rappelons-nous ce que les jeunes nous évoquaient dans leurs attentes pour construire avec nous le futur de demain. D'abord, le premier point, et je pense que c'est très important, c'est que le jouet collectif est une évidence pour 70% de nos jeunes. De 18 à 24 ans ou de 25 à 29 ans, cette évidence, elle est profondément marquée. De plus, et contrairement peut-être à l'image reçue, ils sont largement plus engagés que leurs aînés sur l'ensemble des sujets, à l'exception des questions concernant la consommation. Mais sur tous les autres sujets, ils sont plus en avance, plus engagés que leurs aînés. Donc, nous avons bien une jeunesse engagée. Et peut-être, devrais-je dire, des jeunesses engagées, parce que c'est cela qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas une universalité de la jeunesse, de la même façon qu'il n'y a pas une universalité du territoire ou une universalité de l'entreprise, et que ça relève de réalités radicalement différentes. Nous avons le même point avec les jeunes. Et les conditions de leur engagement sont finalement assez simples. Le premier, c'est qu'ils demandent à agir avec et non pas à agir pour eux. Et quand je dis agir, c'est bien agir. C'est pas de dire qu'on va faire, c'est de le faire avec. Ce qui fait d'ailleurs qu'ils sont assez peu enclins à rentrer dans les gouvernances. C'est pas la question des gouvernances qui les intéresse, c'est la question de l'action concrète de terrain. Le deuxième point très important, c'est que selon eux, il est indispensable continuellement de pouvoir équilibrer utilité et épanouissement. Ce n'est pas une vision sacrificielle de l'intérêt général, ce n'est pas d'un côté on s'engage, de l'autre côté on s'épanouit, c'est les deux doivent être liés. D'où la notion de convivialité extrêmement présente dans la dimension de l'engagement. Et le troisième, c'est de pouvoir être écouté et reconnu. Pas simplement pris comme finalement une force vive qui pourrait être mobilisée au service de nos territoires, mais écouté et reconnu. Et donc, il est intéressant de voir que s'il y a, selon eux, urgence à agir ensemble, il y a une vision très contrastée de notre avenir en commun. Et si pour 48% de nos jeunes, l'avenir est plutôt meilleur, et quelque part nous sommes en train de construire un avenir meilleur, pour 31% des jeunes en France aujourd'hui, 2050 est la fin du monde. Non pas la fin d'un monde, la fin du monde. Quel pays civilisé peut aujourd'hui accepter d'offrir une désespérance telle à sa jeunesse que pour un tiers d'entre elles, il n'y ait pas d'issue au défi de transition que nous sommes en train de vivre? C'est une véritable question, interrogation, et j'allais presque dire coup de poing que nous avons reçu au moment où nous avons eu ces résultats. Certes, une partie de la jeunesse est très confiante dans l'avenir, mais une autre désespère de notre capacité collective à réussir cette transformation. D'où l'importance de savoir, à partir de là, comment peut-on agir? Eh bien, d'abord, on peut éclairer sur ce qui se passe déjà. Je peux citer l'intervention à Neuch Pro, le 22e congrès annuel des élus locaux de la jeunesse avec les professionnels de la jeunesse qui a eu lieu à Vichy récemment. Je peux citer aussi la remarquable intervention de Valérie Dumontet, la vice-présidente du département de l'Aude, à l'école de Paris, puisque à l'école de Paris, cette année, le séminaire Économie et Sens était dédié à cette question, finalement, de jeunesse et territoire 2050, comment inventer avec nos jeunes, finalement, cette capacité-là. Et après avoir écouté l'association la Maison de l'Apprendre en mars, et puis la présidente
de l'agence du service civique en mai, nous avons écouté comment une collectivité territoriale, un département s'organise autour de la jeunesse pour construire avec elle l'avenir en commun. Le deuxième élément, c'est de pouvoir baser notre capacité à inventer nos modèles dans cette capacité à mobiliser, à construire avec eux ces modèles. On peut citer bien évidemment, dans la continuité de ce que je disais sur l'agence de service civique, ce qui se passe depuis 2010, depuis que Unicité, 15 ans après l'expérimentation, a impulsé la loi sur le service civique qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes 150 000 jeunes qui peuvent être engagés dans des missions d'intérêt général, dans lesquelles ils peuvent articuler leur épanouissement et leur engagement. C'est un élément déterminant. Mais on peut aussi citer ces innovations territoriales qui sont si nombreuses et qui permettent finalement de construire l'avenir avec les jeunes. Parlons notamment de Silvergate, cette dynamique de co-construction territoriale qui a donné lieu à ce projet qui fêtera ses 10 ans dans 15 jours et qui réellement est la façon de mobiliser jeunes et personnes âgées pour construire ensemble finalement une société plus durable à travers le numérique et le jeu. Et puis, une fois qu'on a pris conscience de ce qui se passait et de finalement comment on innove aujourd'hui, il nous faut transmettre. Et je peux vous dire la joie de pouvoir être avec des jeunes, comme par exemple ceux du master territoire, attractivité et créativité de l'Université d'Angers à travers l'école de Leccia, parce que quand on leur dit ce qui se passe réellement sur les territoires, quand on construit avec eux les modèles socio-économiques qui permettent justement de s'appuyer sur notre patrimoine historique, qu'il soit en pierre ou en vivant, pour pouvoir faire de notre capacité collective une transformation d'avenir. Et quand ils ont eux-mêmes fait, par exemple, l'événement de l'étendard à Saumur, en mobilisant toute la ville pendant un week-end, en montrant qu'on peut, de la maternelle aux EHPAD, être en construction collective d'un territoire, on voit bien que cette transmission, elle se fait par l'action. Alors oui, il est absolument indispensable de mobiliser autour de l'envie d'engagement territorial des jeunes. Et je tiens à souligner que, quelque part, notre responsabilité collective, elle est de transmettre ce qui se fait déjà, ce qui est déjà source finalement de transformation. Vous savez que nous avions été très marqués dans l'étude d'impact de constater que les entreprises étaient passées de 36% à 57% de pratiques de partenariat autour de leur territoire entre 2015 et 2021. Et vous savez aussi que l'étude d'impact avait révélé en 2020 que 42% des élus locaux avaient envie de mettre cette co-construction au cœur de leur modèle. À l'époque, 25% d'entre eux considéraient que leur territoire était déjà dans cette dynamique de co-construction. Nous saurons la semaine prochaine, je peux vous dire que les chiffres sont bons, mais nous saurons la semaine prochaine au Salon des maires où on est la capacité des élus locaux à co-construire avec les citoyens, les entreprises, les associations, avec l'ensemble des acteurs de leur territoire, un avenir en commun. Il nous reste, et c'est peut-être le plus important, à savoir comment nous sommes en capacité de le valoriser. Dans sa double dynamique, bien sûr, une valorisation économique, comment ce lien a une valeur, et c'est tout l'enjeu de ces webinaires trajectoires socio-économiques, mais aussi comment nous le valorisons, comment nous le communiquons, comment nous ne donnons à voir pas seulement ce qui ne va pas, mais aussi ce qui va bien, parce qu'on le sait bien, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Or, en France, on peut le dire, grâce à nos jeunes, avec nos collectivités territoriales, en lien avec les associations, les entreprises de nos territoires, oui, les nouvelles sont bonnes. Oui, ce que nous porterons au Salon des maires la semaine prochaine est excellemment productif de ce que les petits et moyens territoires sont en train de réinventer. Donc oui, réjouissons-nous. Il reste maintenant à nous poser la question, comment les médias savent et peuvent en rendre compte. Merci Charles Bemin pour cet éclairage et cette parfaite transition. On va à présent effectivement écouter les témoignages d'une diversité d'initiatives innovantes qui nous donnent clairement confiance dans l'avenir, avec le fonds de dotation Bayard, avec le Grand Bergeracois Audacieux, Juris Association et Comment vas-tu bien la planète. Alors, je vous ai parlé du Rubik's Cube au départ. Finalement, le Rubik's Cube de ce webinaire, de cette boussole, articule
3 niveaux. Le niveau de l'acteur engagé, c'est celui des médias, bien évidemment. Celui de la thématique, c'est une thématique résolument transversale puisque de par leurs actions et leurs reportages, ils ont vocation à couvrir l'ensemble finalement de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. Et l'échelle va du local au national en passant par les régions. C'est ce que l'on va découvrir dès à présent, de quelle manière les médias peuvent contribuer à valoriser l'engagement au service des ODD. Dans cette boussole et dans l'ordre de passage, 4 grands axes. Le fonds de dotation Bayard, Agir pour une société du lien, va mettre en lumière l'engagement d'un groupe de presse pour la jeunesse. Le média local Grand Bergeracois Audacieux va évoquer la co-construction d'un récit territorial avec un journaliste embarqué. Le média Juris Association va nous parler de la capitalisation des avancées collectives et la série de podcasts Comment vas-tu bien la planète va nous évoquer une pédagogie par l'exemple au travers d'un podcast mensuel. Donc, comment ces médias rendent compte de la territorialisation des transitions. Pour ouvrir les échanges, je suis ravi d'accueillir Céline Yonodin, qui est déléguée générale du fonds de dotation Bayard Agir pour une société du lien. 2 questions, Céline, vous pouvez déjà ouvrir votre micro. La première, pourquoi le groupe Bayard s'engage au travers d'un fonds de dotation? Et la seconde, quelle traduction pour les jeunes? La parole est à vous. Merci beaucoup Yann, bonjour à tous. Donc, moi je m'appelle Céline Yonodin, je suis la déléguée générale d'un tout jeune fonds, le fonds Bayard Agir pour une société du lien, qui a été créé à la fin de l'année 2022 dans le prolongement de la caractérisation d'entreprise à mission pour le groupe Bayard. Le groupe Bayard, vous le connaissez peut-être, c'est un groupe de presse et d'édition qui vise les jeunes et les moins jeunes à travers ses publications telles que Pomme d'Api, J'aime lire, La Croix, Pèlerin. Et puis, comme tout groupe de presse, il se diversifie beaucoup, donc il est aussi très puissant sur le marché de l'édition et notamment le marché de l'édition jeunesse, et il se diversifie vers des services aux entreprises, de l'EdTech ou du service aux seniors ou aux aidants. La mission a toujours fait partie du groupe Bayard, puisqu'on peut dire que c'est une entreprise sociale qui ne distribue pas de dividendes, qui n'a pas une logique d'accumulation du capital, qui recycle tous ses bénéfices dans la vie de l'entreprise et dans le développement de l'entreprise et de sa mission sociale. Pour autant, le groupe a décidé en 2022 de lancer ce fonds de dotation Agir pour une société du lien, qui avait en fait 2 objectifs. Et qui est toujours basé sur la culture, la culture au sens large étant quand même la thèse de Bayard. Le fonds considère que la culture est essentielle pour se construire, s'éveiller à l'altérité, comprendre la complexité du monde et favoriser les liens. Et donc, en étant cohérent avec cette thèse-là, le fonds travaille sur un aspect de transformation de la société, d'anticipation de transformation de la société et donc des modèles économiques des entreprises d'intérêt général, qui est donc celle du groupe Bayard, et également travaille évidemment sur le renforcement des liens sociaux à travers l'innovation sociale. Donc tout d'abord, le fonds de dotation soutient des projets qui renforcent les liens sociaux et se focalise notamment sur la jeunesse, pas que, mais en grande partie sur la jeunesse, puisque c'est entre 0 et 12 ans que les capacités du lien sont les plus fortes chez les enfants. Et donc le fonds peut soutenir des associations existantes ou développer avec certains titres comme Astrapi par exemple ou Petit Ours Brun, dont vous voyez l'icône à l'écran, des projets qui favorisent les compétences du lien et de l'altérité. Le fonds travaille donc aussi à renforcer le lien dans le monde professionnel avec les entreprises et également à renforcer le lien dans la vie quotidienne. Et là, on a effectivement là aussi une focale très forte sur les jeunes, les familles et le lien intergénérationnel. Et puis, et j'y reviendrai dans quelques instants, le fonds travaille beaucoup sur les médias comme acteurs du lien et acteurs de la démocratie et de la dépolarisation. Mais le fonds, comme je disais tout à l'heure, est aussi un outil de transformation pour l'entreprise Bayard et son but, c'est aussi d'anticiper les changements dans la société et d'innover dans les pratiques culturelles. Et je vais aller rapidement sur ce point parce qu'il fait vraiment écho avec ce que Charles Benoît a dit sur les capacités d'engagement ou les conditions de l'engagement de la jeunesse. Juste en quelques mots, on voit aujourd'hui que les pratiques culturelles changent et on n'est plus dans une société du contrat. On a un engagement plus volatile, les jeunes comme tout le monde. Et ça se traduit notamment sur des modèles économiques par la fin de l'abonnement, par la recherche d'expériences collectives, immersives et conviviales dans les pratiques culturelles. Et donc le fonds
fonds cherche aussi à anticiper, à comprendre ces changements et à défricher en fait des nouvelles pratiques culturelles et des nouvelles relations avec des nouveaux publics. Donc, tout en servant l'intérêt général de la lutte contre la fragmentation de la société, il sert aussi l'intérêt général autour de nouvelles pratiques culturelles. Et enfin, la méthode d'action du fonds, qui est petit, le fonds est petit, c'est d'agir, de renforcer la capacité d'agir collectivement et donc de s'inscrire ou de coordonner des alliances pour toucher des publics nouveaux, toucher des publics éloignés et vraiment porter la mission sociale autour de la culture et du lien social, mais de manière collective et très souvent, comme on favorise des innovations sociales, de manière aussi territoriale. Donc on a une autre manière de voir la territorialisation des transitions et l'engagement collectif. Mais c'est vraiment des piliers d'action du fonds, d'agir ensemble sur des territoires vers des publics éloignés pour renforcer les liens sociaux et comprendre et innover dans les pratiques culturelles. Et évidemment, comme Bayard est un groupe de presse, un groupe engagé dans l'accès à la culture pour tous, culture entendue comme un outil de complexité du monde, comme c'est aussi un groupe engagé dans la défense de la démocratie, du dialogue, de l'écoute, j'ai un axe très fort dans le fond sur citoyenneté et information. Et on a développé 2 axes particuliers sur les médias. Le premier, c'est créer du lien par l'information. Donc d'abord comprendre pourquoi notamment les publics éloignés, qui sont les 30% dont parlait Charles Benoît sur la jeunesse désespérée, mais aussi les seniors isolés. Dans les quartiers populaires, c'est 25% des habitants sont des seniors isolés ou en face à face direct avec leur télé. Comprendre leurs relations aux médias, leur défiance éventuelle, mais les médias étant des institutions, il y a une grande défiance vis-à-vis des institutions, parfois un sentiment qu'ils sont invisibles dans les médias, donc ça ne les concerne pas, parfois un sentiment de confiscation de modèles économiques et que les médias appartiennent à des millionnaires. Donc on a d'abord fait une étude avec Voisin Malin, que vous connaissez peut-être, qui travaille beaucoup sur l'accès aux droits et le développement du lien dans les quartiers populaires. On a, avec Voisin Malin, on a particulièrement interrogé et développé des actions au service des seniors isolés dans les quartiers populaires de Villers-le-Bel et aussi au service des jeunes désinsérés qui n'étaient plus à l'école. Je précise que ce programme s'inscrivait dans une action beaucoup plus large que Voisin Malin menait avec la préfecture et la ville de Villers-le-Bel auprès de tous les collégiens et de leurs parents, où on était vraiment sur la partie seniors isolés et jeunes désinsérés. Donc ça nous a permis de comprendre, d'abord de voir que les femmes, par exemple, s'intéressaient très peu aux médias, à la presse, regardaient très peu la télé, suivaient énormément leur mari. C'est-à-dire que 80% des femmes disent qu'elles regardent le journal quand leur mari regarde le journal télévisé et que sinon ça les intéresse pas. Ça nous a permis de voir que tout ce qui était médias, information, en fait, aujourd'hui passait par les influenceurs et que les parents étaient souvent très désemparés vis-à-vis de leurs enfants qui ne croyaient entre guillemets que les influenceurs, qui pensent que TikTok est plus fiable que CNews, ça peut d'ailleurs s'entendre. Et puis donc des seniors des seniors très très méfiants vis-à-vis de l'information. Et on a eu des actions pour les ramener vers les médiathèques, notamment ces seniors, leur faire comprendre l'utilité des liens à travers l'application des journaux locaux. Là aussi, la démocratie est très vivante grâce aux journaux locaux, mais je pense que le grand Bergeracois en parlera mieux que moi. Et même à Villers-le-Bel, il y avait cette action de journalisme local pour défendre le lien à la démocratie. Et ensuite, on a une autre action avec Lumière sur l'info, visant toujours les seniors et les populations désinsérées et visant toujours à créer du lien à travers le média, où là, en fait, on a fait une alliance donc avec Lumière sur l'info et d'autres acteurs, notamment la Société Générale, Caféine, la Bibliothèque nationale de France, pour aller amener l'information auprès des personnes que ça n'intéresse pas, sur les places de village, dans les EHPAD, vers les missions locales, avec ce Newstruck, où il est peut-être vous le croisez, parce qu'il est encore sur les routes d'Île-de-France et des Hauts-de-France, là, jusqu'à mi-novembre. Et là, l'idée, c'était vraiment de rassembler ces gens qui ne se connaissaient pas autour d'une petite revue de presse, d'un café, autour de jeux pour les enfants avec des micros, etc., pour leur faire redécouvrir certains médias, puisque les journaux papier, beaucoup d'enfants les connaissent pas, ils n'en ont jamais vu. La radio, c'est archaïque, comme expliquaient des collégiens qui éclatent de rire quand vous leur demandez s'ils écoutent la radio. Donc là, l'idée, c'était vraiment de recréer du lien avec ce Newstruck qui va au cœur des territoires et des zones souvent délaissées.
Et puis on a un deuxième axe qui est la slide d'après, qui est sur utiliser les médias pour recréer les conditions de l'écoute et du dialogue. Et donc là, en fait, le Fonds Maillard s'est inspiré d'une initiative qui a été lancée par Die Zeit, un grand journal allemand, en 2017, et qui a été répliquée dans une centaine de pays depuis 2017, mais qui n'avait jamais été déployée en France. Et c'est une initiative pour lutter contre la polarisation. Donc, en l'occurrence ici, grâce à l'alliance de médias, c'est la condition, c'est l'alliance, c'est l'action collective. Et il s'agit en fait de poser des questions clivantes. Donc, en l'occurrence, là, nous, c'est cette première édition, on a rassemblé Lacroix et Brut, mais sur une deuxième édition, on est ouvert à vraiment tout type de médias, y compris très territoriaux, très ruraux. Donc, on pose des questions clivantes à travers les médias. Vous cliquez sur un article ou vous regardez une vidéo, puis après, vous cliquez sur Brut. Et les réponses aux questions sont traitées par un algorithme. Et ensuite, l'algorithme va vous appareiller, vous matcher avec, si possible, des gens qui pensent pas du tout comme vous, qui ont répondu de manière très différente à ces questions. En fait, il y a eu des études très sérieuses de Stanford, de Harvard, de l'université de Bonn sur l'impact de ces échanges, de ces dialogues avec des gens qui pensent pas comme vous. Et ils montrent qu'en moyenne, 2 heures d'échange avec quelqu'un qui pense différemment permet de baisser la polarisation de 77%. Donc, on a lancé l'opération en octobre dans un contexte, l'été, comme vous le savez, a été particulier avec une séquence démocratique dégradée, ensuite un élan plus collectif autour des JO. Donc on a eu un succès très important. Je dois dire que tout le monde était surpris, nous les premiers. On a clos les inscriptions avant-hier et on organise des journées d'échange le 23 novembre, mais après les gens sont libres de s'organiser comme ils veulent pour rencontrer leur binôme, leur père et échanger. Donc il y a déjà eu des premiers échanges qui sont très positifs. Donc on a eu plus de 6000 inscrits, 3000 pairs donc qui s'engagent à échanger. Il y a il y a 2 faits très particuliers en France par rapport aux autres pays. La première, c'est la grande participation des femmes, puisqu'on a 55% de femmes qui sont inscrites et qui vont participer à ces échanges, tandis que dans la moyenne des 100 autres pays, c'est 80% d'hommes. Donc il y a une forte parité homme-femme qui a surpris les Allemands, puisque c'est un peu nos tuteurs sur cette opération. Et puis on a aussi vu des bulles territoriales très très fortes. Et nous on était assez surpris aussi en tant que médias, puisque tout le monde dit les médias contribuent aux bulles informationnelles. En fait, on a vu des expressions très fortes selon par territoire ou par lieu d'habitation. Donc la proximité géographique nourrit énormément les bulles. Je vais vous donner juste un chiffre. Donc quand on appareille les binômes, quand on met les gens ensemble, normalement le modèle fait que les gens sont éloignés de 15 km et ça suffit pour avoir des gens polarisés. Là, on a dû monter à 40 voire 50 km dans le dernier tour pour avoir des gens qui pensaient différemment sur au moins 2-3 points. Donc, même si on entend tous les biais de recrutement, d'acquisition, le fait que quand on lit la presse, on est déjà sur certaines valeurs, etc., on a quand même eu une forte... il y a une prévalence de la proximité géographique, de l'habitat, de la territorialisation très très forte dans la constitution de bulles polarisantes. Et dernier point sur ce rôle des médias dans la lutte contre la fragmentation de la société. Ça a été pour nous aussi une expérience très importante car on a vu que beaucoup de gens, parmi les plus polarisés, ne voulaient pas participer à cette initiative car en fait, et ça rejoint les chiffres sur la désespérance que Charles Benoît donnait au début, ils ne voient pas l'intérêt de participer à ces élans je dirais, d'apaisement, de dialogue, d'écoute. Vraiment, ils nous l'ont dit, on a beaucoup été dans les QPV, on a travaillé avec Voisin Malin, avec Fracasso, avec Espérance et Démocratie, etc. Et on avait vraiment ce retour de ces jeunes-là. On a eu beaucoup de mal à avoir des jeunes, et notamment des QPV, en disant, ça ne sert à rien, on ne nous écoute pas, on n'a pas de place dans ce récit, dans cet avenir, on va pas passer 2 heures à discuter avec quelqu'un, on a d'autres choses à faire. Donc, il y a aussi cette grande désabusement d'une partie de la population et les médias tout seuls ne peuvent pas redonner de l'espoir. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel, mais si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir tout à l'heure. Merci beaucoup Céline pour cet éclairage extrêmement intéressant et précis et diversifié. Et vous avez en fait déjà parfaitement
introduit le lien avec l'échelle du local et du micro-local. Et justement, on va écouter à présent donc, le témoignage de Baptiste Gapen, journaliste et fondateur du Grand Bergeracois Audacieux, qui va nous dire comment le journalisme embarqué contribue à co-construire un récit territorial. Baptiste, on est à votre écoute. Bonjour à toutes et à tous, et merci au Rameau pour cette invitation à venir réfléchir avec vous. Pour vous présenter le média du Grand Bergeracois Audacieux, il est en place depuis maintenant 18 mois sur le territoire que l'on appelle le Grand Bergeracois, qui correspond à 4 intercommunalités autour de Bergerac, avec en haut l'agglomération de Bergerac et 3 zones plus rurales autour de la ville. L'idée a été de monter un média avec les codes du journalisme de solution que nous maîtrisons chez Territoire Audacieux pour essayer d'observer comment la présence d'un média local positif pouvait servir le territoire et ses acteurs dans la co-construction d'un récit et de nouvelles coopérations au sein du territoire. Le projet a été monté avec plusieurs acteurs, dont le Rameau, et l'idée était de vraiment venir voir comment la création de contenu, à la fois vidéo, texte et podcast, pouvait venir finalement donner de nouvelles conditions à l'apprentissage collectif, à la notion de la mise en récit et à cette question de comment on se connaît mieux pour mieux coopérer. Et on a voulu renverser un petit peu la table et se dire les médias peuvent être non pas uniquement des acteurs qui observent, mais des acteurs qui participent à cette dynamique-là. On essaye avec cette expérimentation, c'est vraiment quelque chose que l'on teste ici sur le Grand Bergeracois depuis 18 mois pour pouvoir voir un peu quelles peuvent être les conditions d'un nouveau positionnement pour les médias. La fabrique des transitions qui accompagne ce projet parle souvent d'une ligne de crête. Essayer de voir comment les médias peuvent un peu bousculer leurs habitudes pour pouvoir participer à cette co-construction du récit territorial. Alors, comment on a mis en place ce projet ? On l'a mis en place sur 2 jambes. La première, c'est celle du reportage. On a un journaliste qui va sur le terrain chaque semaine créer plusieurs reportages qu'on a séparés en 4 rubriques différentes. Il y a une rubrique de portrait pour essayer d'aller interroger la question de l'identité du territoire. Il y a une rubrique basée sur les initiatives pour essayer de voir ce qui se passe, quel est l'invisible qui a lieu sur le territoire et qui n'est pas forcément mis en avant par les journaux traditionnels. Ici, c'est Sud-Ouest, le journal de PQR, et puis après, il y a 1 ou 2 radios locales, mais il n'y a pas grand-chose. Et d'ailleurs, on pourra en reparler, mais la question du lien avec le monde journalistique est très intéressante en zone rurale. Et 3e rubrique, la question du podcast au sujet justement des coopérations. On va voir des acteurs qui ont coopéré pour étudier un peu la manière dont tout ça a été fait. Et puis une rubrique avec finalement des contenus autour de toute cette question de la coopération. Tout ça est mis en place avec un comité de pilotage qui représente la 2e jambe de notre initiative. On a des acteurs locaux qui ont été invités à venir réfléchir 1 fois tous les 2 mois à finalement ce que cette expérimentation peut leur fournir comme idées, comme méthode pour pouvoir mieux parler de leur territoire, et ça c'est vraiment très important. Alors on a à la fois des acteurs qui maîtrisent très bien la question des coopérations et du récit comme le Rameau et la Fabrique des Transitions qui sont des acteurs nationaux, et des acteurs locaux comme la mairie de Bergerac, les différentes intercommunalités, le département, la région, le conseil de développement, mais aussi la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, pour essayer de pouvoir avoir un moment où on se pose et où chacun peut, à partir d'un thème, réfléchir à la manière dont il peut mieux utiliser les contenus. Et c'est l'un des grands piliers de notre expérimentation. En fait, c'est cette question
une fois que les contenus ont été produits par le média, qu'est-ce que l'on en fait? Comment les acteurs peuvent s'en saisir pour pouvoir co-construire ce récit territorial qui est la question qui nous anime aujourd'hui, et comment ce journalisme finalement embarqué sur le territoire, puisqu'il est avec les acteurs locaux et non pas en observation de la méthode utilisée par ces acteurs locaux, comment ce journalisme embarqué peut permettre de participer, c'est notamment en ayant ces deux piliers, à la fois en produisant du contenu et en se servant de ce contenu pour animer ce comité de pilotage qui vient faire remonter des manières différentes de co-construire ce récit territorial. Alors qu'est-ce que ça révèle jusque-là? Je vous ai dit 18 mois de réflexion avec les acteurs locaux. C'est assez intéressant. On a d'abord la première question, celle de l'échelle. À quelle échelle ce média est le plus pertinent? Aujourd'hui, je vous l'ai dit, 4 intercommunalités. Est-ce que le Grand Bergeracois existe avant de se positionner sur le récit territorial? C'est l'un des points qu'on cherche à observer dans ce deuxième temps de réflexion et ce deuxième temps d'expérimentation qu'on a depuis le mois de février. Et on est en train de réfléchir à est-ce que finalement le Grand Bergeracois, qui est une échelle finalement administrative, est-ce que c'est une échelle de vie? Et c'est une question qu'on a posée à plein de petits acteurs, notamment les acteurs politiques, les acteurs sociaux, je pense à l'interview du directeur du CHU, mais aussi aux jeunes qu'on est allé voir. On a monté tout un projet avec une classe de lycée où nous sommes allés discuter avec eux de leur rapport à la chose médiatique, aux médias, et pouvoir voir comment ils s'informaient et quelle était, leur vision du territoire, et 2, leur vision du futur. Et on a appris beaucoup de choses avec eux sur la manière dont ils vivaient le territoire, dont ils avaient envie plus tard d'habiter ce territoire-là, même si certains, on est en zone assez rurale, souhaitent bouger pour leurs études et pas forcément revenir. Et on a poussé en fait toutes ces informations-là auprès des décideurs locaux, puisque tout ça a été empaqueté autour d'une vidéo et puis de plusieurs podcasts qui ont été remontés dans un événement où participaient des personnes de la préfecture, des élus locaux, des personnes travaillant dans les collectivités. Et là, on voit bien finalement à quoi peuvent servir les différents contenus créés par le média, et donc le média lui-même, pour pouvoir faire remonter des éléments du territoire pour participer à une réflexion beaucoup plus globale que le n'est finalement notre simple média, donc du Grand Bergeracois audacieux. On essaye de voir en fait comment le média aide aussi les personnes qu'il a interviewées. On a fait une petite étude avec Valentin Nonorgue qui s'occupe de cette initiative, et on a pu voir notamment que certaines personnes, en étant interrogées d'une manière différente avec les codes du journalisme de solution sur leur initiative, sur leur engagement du territoire, et donc avec un positionnement journalistique un peu différent, ils modifiaient leur comportement, ou au moins ils poussaient une réflexion sur leur manière de faire et leur manière d'être dans l'écosystème. Et ça, c'est quelque chose qui a été soulevé lors du COPIL. Peut-être que Yann ou Charles Benoît pourront vous en parler plus précisément. Mais on a en fait un impact via le média qui est non pas celui juste de dire oui, on cherche une promotion, on cherche à dire ce que l'on est ou ce que l'on fait, mais on est aussi intéressé non pas que par parler de nous, mais venez réfléchir avec nous à notre positionnement, à ce qu'on peut apporter au territoire. Et donc là, c'est vraiment des choses qui commencent à émerger dans les premiers rapports du Grand Bergeracois audacieux, et on va continuer, on va faire une soirée où on va inviter tous ces acteurs dont le Grand Bergeracois audacieux a pu parler, pour essayer de voir un petit peu comment, une fois qu'on a trouvé des points communs entre ces différentes personnes, on peut finalement les mettre en réseau. Et ça va pas être le rôle du média, mais ça va être le rôle d'un acteur local qui nous a beaucoup accompagné pour cette expérimentation, qui est un PTCE, et qui, lui, va pouvoir vraiment se servir ensuite de tout l'après-média pour pouvoir construire des coopérations qui vont pouvoir durer sur le long terme, sur le territoire. Alors on va continuer à observer dans les prochaines semaines, les prochains mois, les résultats autour de ces premiers éléments qui ressortent, mais
c'est vrai qu'on a une co-construction avec les acteurs, avec les jeunes, avec les politiques qui permettent de voir finalement que le média, s'il est positionné différemment, s'il change et accepte aussi de voir différemment son modèle de coopération avec les acteurs du territoire, peut finalement s'intégrer différemment dans le récit territorial et dans cette co-construction. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a appelé ça le journalisme embarqué. On est bien embarqué avec tout le monde et non pas en position arrière une fois que tout est fait, avec ce rôle de grande vigie dont on parle souvent pour les médias. Et nous, on a décidé de se positionner un petit peu différemment, mais d'être avec les acteurs locaux pour qu'on construise ce récit territorial. Si certains et certaines d'entre vous, je suis malheureusement pas avec vous aujourd'hui, ont envie d'avoir plus d'informations, avec plaisir pour pouvoir continuer à en partager prochainement. Merci beaucoup, Baptiste. Une réaction de Charles Benoît. Oui, c'est vraiment intéressant ce cheminement. Hein, c'est le principe de la boussole. Hein, c'est d'apprendre étape par étape. Où Céline nous avait dit tout à l'heure, et l'importance de créer du dialogue entre pensées différentes. Là, Baptiste nous rappelle l'importance d'écouter, et à la fois écouter individuellement, mais aussi écouter collectivement. Et pour témoigner effectivement de ce qui se passe dans le comité de pilotage, c'est vraiment très intéressant de voir comment la même information va résonner différemment selon les acteurs qui sont autour de la table. On ne va pas l'entendre de la même façon, et le fait de pouvoir en débattre ensemble est vraiment fondamental. Et je trouve que ce qui est intéressant dans ce qui est donné, c'est les deux jambes du journaliste. C'est-à-dire à la fois comment il le produit, mais aussi comment c'est utilisé et finalement comment on l'utilise ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble tout à fait spécifique de cette expérimentation du Grand Bergeracois audacieux, plus globalement de ce que fait Territoire audacieux dans son cheminement. C'est vraiment comment nous saisissons-nous collectivement de l'information que nous recevons. Et nous avons déjà deux clés de lecture importantes. Hein. C'est de pouvoir en débattre entre personnes qui ne pensent pas la même chose, comme nous disait Céline, et donc d'organiser ce dialogue contradictoire, finalement. Ce que les philosophes appelaient la dispute, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire de pouvoir comprendre pourquoi l'autre est différent et pense différemment, mais aussi de finalement changer nos postures, c'est-à-dire d'être en capacité d'écoute, et vraiment d'écoute interactive et organisée avec des acteurs différents. Ça, c'est un élément très important avant que nous ne parlions de mon chouchou, c'est-à-dire la notion du temps long. Merci Charles Benoît. Alors, vous venez de parler de l'utilité pour débattre, de l'utilité du dialogue, et il y a certainement l'utilité effectivement de capitaliser, de comprendre sur le temps long les choses qui sont complètement reliées à cela. Qui de mieux pour en parler que Pierre Aldrovandi, rédacteur en chef de Juris Association, média dont on est ravi d'être partenaire dans un compagnonnage, pour nous dire finalement quelle est l'importance de la capitalisation de nos avancées collectives, notamment dans le domaine des modèles socio-économiques et de la coopération territoriale. Pierre, on est tout oui. Merci Yann. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc Juris Association, en quelques mots, est un bimensuel des éditions Lefebvre Dalloz d'information juridico-économique et à destination des organismes sans but lucratif, c'est-à-dire associations, fondations et fonds de dotation. C'est donc un quinzomadaire, principalement cible associative, mais aussi collectivité locale, on va dire organisme d'État aussi, et déconcentré, et un certain nombre d'experts, avocats, commissaires aux comptes et autres experts comptables qui peuvent évidemment travailler pour ces organismes sans but lucratif. Alors, pour traiter la question de la capitalisation des avancées collectives, ça s'introduit dans une évolution de la ligne éditoriale, hein, et c'est quand même une question fondamentale du média dont j'ai la responsabilité, puisque à l'origine, Juris Association était un média d'experts pour des experts. Ça a correspondu effectivement à un moment donné de la vie des structures associatives, marquées essentiellement par des problématiques fiscales
rappelons-nous les années 90-98 avec les inscriptions fiscales. Comment est-ce qu'une association peut continuer à avoir un but non lucratif tout en ayant des activités, pour la faire courte évidemment, lucratives. Bon, donc ça a donné lieu à des débats, des échanges importants. C'est relativement effectivement posé maintenant, et arrivé aux années 2000, d'autres préoccupations ont émergé, et ça a exactement coïncidé aussi à un moment donné où les éditions Zalose ont souhaité racheter ce média au cabinet avocat qui historiquement l'avait créé. Donc une équipe de journalistes juridiques s'est occupée de la coordination de juristes associations, et partant de là, on s'est aperçu en interne que c'était certes évidemment très important de décrypter le droit, d'avoir une analyse juridique, de pouvoir rendre accessible cette information à un certain nombre effectivement d'abonnés et aussi d'experts, mais qu'on ne pouvait pas le faire sans savoir aussi d'un point de vue sociologique ou d'un point de vue d'issue des bonnes pratiques, comment était composé en fait le paysage associatif. Donc, il a été décidé de se rapprocher d'un premier temps de chercheurs tels que Viviane Tchernonog pour voir dans quelle mesure, de quoi on parle. Combien d'associations en France, comment elles sont constituées, quels sont les secteurs, quelle est la place des femmes dans les instances de gouvernance, quel est le modèle socio-économique. Et là, on voit le lien qui ne va pas tarder d'arriver, avec tous ces organismes qui gravitent sur le territoire français. Voilà, arriver à déterminer quel est le paysage, si tant est que ce soit évidemment possible, mais encore que, le paysage associatif français, pour pouvoir répondre dans nos colonnes aux préoccupations des dirigeants qui sont à la tête de ces structures associatives. Alors, on a voulu donc arriver à connaître cela. Ça correspond aussi à un moment donné où on a lancé une nouvelle formule avec une contrainte de forme qui était très forte, puisque on a instauré tous les 15 jours un dossier fixe entre 16 et 20 pages d'une revue qui en compte 48 fixe. Donc une contrainte forte, puisque bon, évidemment, quand vous avez 20 dossiers par an et 80 articles de rubrique, il faut arriver à les alimenter, évidemment. Et donc ça a donné lieu à une volonté et puis une obligation aussi pour l'équipe de rédaction de sortir de la zone de confort juridique pour aller vers d'autres matières, donc vers d'autres experts et aussi donc d'autres institutions. Donc d'autres matières, et c'est là effectivement où on rejoint notamment les préoccupations qui sont portées particulièrement par le Rameau, c'est-à-dire que l'évolution des modes de financement, l'hybridation des ressources, les modèles socio-économiques, le changement d'échelle sont évidemment des sujets qui sont préoccupants pour les acteurs associatifs. Donc, nous, quand on a voulu ouvrir un peu les colonnes de Jurisasso, encore fait-il qu'on ait des experts et des gens qui connaissent effectivement ces sujets. On a eu également une évolution importante des relations associations-collectivités locales, avec une modification des modes de partenariat, on va dire, public-privé, là aussi, des sujets qui étaient particulièrement portés par le Rameau. Donc, on s'est dit qu'il était peut-être aussi important, comme on peut faire appel à des avocats, à des experts comptables, à des universitaires, de voir avec des institutions dont le projet est particulièrement basé sur ces différents sujets, de bien vouloir participer d'un point de vue rédactionnel à des dossiers réguliers qui seront publiés dans la revue. Donc, on s'est rapproché évidemment de nombreuses institutions. Je pense à la Fonda, je pense à l'Institut français du monde associatif, France Générosité, le don confiance, la démarche, j'en passe, et des meilleurs, pour qu'on puisse traiter des problématiques de communication, de management, d'économie, de sociologie, de ressources humaines, et ainsi de suite. Donc, à partir de là, on a décidé aussi de composer un comité scientifique dans lequel évidemment le Rameau s'inscrit, représenté par Charles Benoît, et nous réunissons une fois par an, généralement au mois de juillet, une après-midi de travail pour un échange, des débats, des réflexions, afin que
les projets en cours portés par ces institutions puissent remonter à la rédaction, et de ces échanges et des débats va être déterminée la programmation éditoriale des 20 dossiers de Juris-Asso. Donc c'est vraiment l'idée d'être avec les institutions, mais aussi des experts, hein, puisque le comité scientifique est divers et très disparate, de pouvoir discuter, d'avoir ce retour institutionnel afin de pouvoir coller au plus près des préoccupations des acteurs du secteur. Pourquoi tout ça? Évidemment, puisque on s'est aperçu que il y avait une richesse qui était assez phénoménale d'événements, de colloques, de journées d'information sur des thématiques qui étaient hyper intéressantes pour les structures associatives. Donc, ça se faisait à un moment, il y avait 50, 100, 200, 500 participants, et une fois que le colloque, l'événement était terminé, les gens repartaient enrichis, certes, mais malheureusement qu'au regard de la jauge de l'événement en question. Et on s'est dit, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir capitaliser cette richesse d'informations, d'essayer de faire en sorte de la diffuser au plus grand nombre. On a la chance, nous, d'avoir une audience nationale, en toute humilité, au regard du nombre d'abonnés qu'on a, mais en tout cas, on ne s'adresse pas à un territoire, à une région, bien, on est donc diffusé sur l'ensemble du territoire, et on s'est dit que c'était quand même hyper intéressant de pouvoir faire connaître via nos colonnes à des acteurs locaux qu'il y a des initiatives inspirantes, des bonnes pratiques, des modèles de coopération qui sont en train d'être imaginés, d'autres qui se sont mis en place, de faire valoir des échecs comme les réussites, et il y en a beaucoup régulièrement dans les dossiers que coordonne notamment le Rameau. Ça nous apporte régulièrement des bonnes nouvelles, pour ne pas citer un titre d'un dossier il y a quelques temps. Donc c'était quand même très important, effectivement, de pouvoir diffuser au plus grand nombre un certain nombre d'initiatives pour leur dire voilà ce qui existe, voilà ce qui est possible, ou d'ouvrir le champ des possibles et leur montrer que des choses peuvent se faire. Il y a certains acteurs qui sont relativement isolés. Toute structure associative n'appartient pas à une tête de réseau, à une fédération, ne bénéficie pas des dispositifs d'accompagnement et régulièrement peuvent se trouver relativement isolés, se dire mais mon problème, il n'y a que moi qui ai mon problème. Non, votre problème est partagé par un certain nombre d'autres acteurs sur le terrain, et en tout cas voici ce qui est possible de faire. Donc capitalisation de l'information, des réflexions, des avancées collectives dans le but de favoriser la connaissance de ces initiatives et en tout cas du fait associatif dans son ensemble au plus grand monde. Voilà, donc c'est un peu l'idée, on va dire, succinctement résumée, de l'ouverture éditoriale qui s'est opérée dans les années 2000, du rapprochement avec les institutions telles que le Rameau, avec l'objectif de capitaliser ces réflexions au plus grand nombre de structures associatives. Merci beaucoup, Pierre, pour ce partage passionnant, extrêmement clair. Je crois que Charles Benoît souhaitait rebondir sur vos propos. Oui, parce que de dire à quel point la confiance pour construire finalement ces dossiers est importante. Nous, on a énormément appris dans cette logique finalement de comprendre aussi quelles sont les contraintes journalistiques, comment est-ce que ce dossier, on peut en faire quelque chose qui est vraiment quelque chose qui s'adresse au plus grand nombre dans les contraintes journalistiques qui sont celles d'un média comme Juris-Association. Et donc ce dialogue, finalement, est aussi un dialogue qui est extrêmement constructif. Et l'élément, c'est pour ça que je soulignais l'importance pour nous lorsque Juris-Association nous a dit et si on pérennisait finalement ce dossier, hein, on en est au 12e dossier en juillet sur les modèles économiques, on en est au 5e dossier sur la coopération territoriale. Et d'ailleurs, vous voyez en avant-première la couverture, puisqu'il est publié demain, c'est aussi pour nous un élément très précieux
parce que effectivement cette capitalisation, les acteurs académiques, les praticiens peuvent le faire, mais le fait de le faire avec des médias, c'est aussi un autre angle de vue, c'est une complémentarité de positionnement, et surtout quand on regarde aujourd'hui ce que l'on disait sur la question des modèles socio-économiques d'intérêt général en 2013, la première année où on l'a fait, ou lorsqu'on regardait ce que les élus locaux nous disaient sur ces coopérations territoriales en 2021, eh bien évidemment, c'est très intéressant parce que ça permet de conserver la mémoire de ce que dit Pierre et qui me semble essentiel, c'est-à-dire que nous participons tous à des événements, à des logiques, etc. Mais finalement, comment on fait rayonner au-delà du cercle de ceux qui participent. Et ça, c'est, je crois, quelque chose de fondamental que les médias apprennent. C'est finalement pour ceux qui pratiquent, pour ceux qui constatent les choses, qui voient les choses, comment on élargit le cercle de vision. Et c'est là où, bien évidemment, la diversité des formes médiatique et peut-être particulièrement le podcast est un outil très utile pour le faire. Merci Charles Benoît pour cet éclairage et cette transition parfaite. J'en profite pour mentionner à l'attention de notre public que les questions seront posées oralement après justement écouter notre prochain intervenant, Patrick Longchamp. Patrick, vous êtes à la fois fondateur d'un média spécialisé, Mediadvise, justement sur le média audio, et vous allez nous parler de la pédagogie des ODD par l'action avec ce podcast. Comment vas-tu bien la planète? On vous écoute avec attention. Est-ce que vous pourriez activer le micro? Ah, c'est vachement mieux en activant le micro. En plus, je faisais une très très mauvaise blague en disant que j'étais venu seul et qu'attention n'était pas avec moi aujourd'hui. Mais j'espère bien être écouté, voire même être entendu. Parler de ce podcast et de l'audio, c'est quelque chose qui est au cœur de la stratégie de Mediadvise depuis sa création maintenant il y a 8 ans. L'idée était de pouvoir faire dire au monde et montrer au monde ce qu'il y a de positif dans notre société. Baptiste Gapen en a parlé de manière tout à fait remarquable sur le travail qu'il fait sur son territoire. Et l'objectif de Mediadvise à sa création était de faire du journalisme de solution. Et les ODD ne sont arrivés qu'après, en fait. Je les ai découverts dans un second temps. J'ai presque envie de dire que je fais du journalisme de solution ou un peu comme au Rameau, je fais du journalisme empirique, c'est-à-dire que je sillonne, j'écoute, je regarde et petit à petit je construis et j'affine mon travail journalistique au travers des rencontres que je peux faire. Et un jour, se sont dévoilés à moi les objectifs du développement durable et j'ai eu en face de moi enfin une grille de lecture efficace, claire, qui me permettait de prendre de la hauteur sur mes sujets, de pouvoir retrouver un chemin quand on était perdu, parce que le monde du journalisme de solution nous fait découvrir des choses très très belles, mais parfois on peut avoir tendance à se perdre. Et avant d'en arriver au podcast de Comment vas-tu bien la planète, et dont je vous expliquerai un petit peu la genèse. Ce qui est important, c'est de se dire qu'il y a eu des marqueurs et des leviers dans l'action pour en arriver à Comment vas-tu bien la planète. C'est tout d'abord la rencontre avec Spark News, Christian de Boisredon, Convergence, la soirée dédiée aux médias. Je ne comprenais pas ce qu'était cette petite roue que tout le monde avait au revers des vestes. Je l'ai compris bien longtemps après. Mais j'ai été touché par une manière qu'un certain nombre de journalistes avaient de faire leur métier. Et puis RCF est venu me chercher en me disant tiens, on voudrait faire une émission économique, mais on en a marre, c'est un peu barbant ce qu'on a sur notre antenne. Qu'est-ce que tu pourrais proposer? Et on a commencé à construire l'écho des solutions, donc le magazine économique des acteurs du changement, qui toutes les semaines maintenant depuis 8 ans construit, donne la parole à toutes celles et tous ceux qui changent la donne, comme j'aime à dire, que ce soit dans le monde économique, entrepreneurial et sociétal. Puis est arrivée la période que nous avons tous traversée du Covid, du confinement, et étant marqué dans ma jeunesse par une expérience de volontariat en Malaisie, j'ai
j'ai senti qu'à un moment donné, il fallait donner aussi la parole au monde. Et Comment vas-tu bien la planète, il est né de cette expérience que je dis être la seule expérience culturelle mondiale que nous pouvons partager, que nous soyons chinois, indiens, américains ou d'Amérique du Sud, c'est ce temps du confinement. On a tous été dans le monde confinés, peut-être un peu moins en Afrique, mais globalement, 90% de la planète a été confinée. Et Comment vas-tu bien la planète, qui prend la température du monde, est né à ce moment-là, en allant chercher mes amis, ma famille, qui vivaient à travers la planète et qui vivaient aussi ce confinement. Et c'était leur donner la parole pour leur dire quelles étaient leurs sources de joie, d'espérance dans une période qui était un petit peu compliquée, mais aussi de décrire ce qu'ils vivaient, Et puis le confinement se terminant, qu'est-ce que j'en faisais de ce podcast, qui est un podcast qui en soi aujourd'hui, et on en parlera peut-être un petit peu après, mais n'a pas de business model à proprement parler. On a juste la joie depuis 1 an de travailler avec le Rameau, mais jusqu'à l'arrivée du Rameau, il n'y a pas de business model. C'était des rencontres, des temps que j'avais envie de partager dans ce podcast. Et à ce moment-là, il y a cette rencontre qui s'est faite de manière plus prégnante avec les objectifs du développement durable. Et je me suis dit, tiens, on va commencer à poser en fait ce comment vas-tu bien la planète sur ces objectifs du développement durable en creusant une thématique de l'un des objectifs avec un invité ou avec des invités qui vont pouvoir nous dire, puisque le podcast a cette vertu du pouvoir du temps long parfois, de pouvoir creuser ensemble un sujet et de pourquoi ça marche. Et c'est là que la rencontre avec Charles Benoît, avec le Rameau s'est faite. Parce que il y a ces plusieurs milliers d'expérimentations faites à travers le territoire, et qu'on s'est dit mais qu'est-ce qu'on en fait et comment on les analyse, et surtout comment on peut à travers un contenu audio valoriser le travail fait par le Rameau et ses acteurs et ses catalyseurs, et surtout, et excusez-moi Charles Benoît, mais et le Rameau, rendre compréhensible et audible au grand public ce qui parfois peut paraître un peu brut d'usinage, parce que la donnée scientifique est une donnée brute qui peut parler à des chercheurs, qui peut parler à des experts, mais qui peut pas forcément toujours parler au grand public. Et donc depuis, on va dire 18 mois à peu près, puisqu'on a commencé à Clermont-Ferrand et de manière très régulière au début du mois de janvier de l'année dernière, tous les mois, on a creusé un objectif du développement durable avec une expérimentation et des acteurs menés par le Rameau. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont passés entre mes fourches codines. Et quand je dis que c'est empirique, c'est que je n'ai pas été juste un transmetteur de cette information, un facilitateur de la prise de parole. C'est que moi aussi j'ai appris, moi aussi j'ai compris des choses. J'ai compris ce que c'était qu'un commun, j'ai compris ce que c'était que la coopération entre le monde économique et le monde académique, et j'ai aussi compris qu'un territoire c'était pas simplement un département ou une région, mais que ça pouvait être 3 rues et un quartier. En tout cas, c'est ma compréhension. Et donc c'est là où je dis qu'aussi j'ai fait un travail journalistique empirique. Et d'ailleurs, petite parenthèse, on me demande souvent pourquoi je fais ce métier, et je dis parce que je suis curieux et que quand je me pose une question, j'en fais une émission de radio ou un podcast. C'est beaucoup plus simple, et en plus les gens sont ravis de venir parler des sujets qu'ils portent et qu'ils aiment. Donc ça c'est le cœur de comment vas-tu bien la planète. Et que j'espère avec le temps pouvoir installer comme un véritable média. Aujourd'hui, on était sur un podcast, et là, l'idée c'est de lui donner un second effet de levier pour en faire un vrai média des objectifs du développement durable, de pouvoir creuser l'actualité aussi, parce que on en parle en termes d'expérimentation, mais il y a aussi beaucoup d'actualités. Il y a les COP, bien évidemment, mais il y a aussi tout ce qui se passe au quotidien autour de nous, et que très souvent on ne rattache pas à ces objectifs du développement durable. En faisant attention, bien évidemment, de ne pas pouvoir toujours tout rattacher aux ODD. Ça deviendrait, je pense, parfois un peu grotesque, mais il y a des choses qui peuvent être mises en lumière.
Et ce que j'ai découvert aussi au travers de ce podcast, de Comment vas-tu bien la planète, c'est et ça a été une vraie réflexion. C'est peut-être plus intellectuel, plus scientifique, j'en sais rien. C'est la notion du média comme étant un commun à protéger dans nos territoires. Et Baptiste l'a vraiment très très bien expliqué de manière très pratique. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit, et Charlie Hebdo, les attentats de Charlie Hebdo ont mis en lumière et une action du gouvernement sur l'éducation aux médias, et qui aujourd'hui d'ailleurs a été consacrée au travers d'un diplôme, enfin d'un diplôme RNCP en tout cas, sur l'éducation aux médias, pour devenir éducateur aux médias et pouvoir intervenir dans les universités, dans les associations, etc., pour éduquer aux médias. Et même si les caisses sont vides du gouvernement aujourd'hui, il est clair que les médias associatifs, parce que ce sont eux les médias de territoire, hein, avec évidemment les médias de service public comme France Bleu ou France 3, qui sont des médias de territoire, ces médias sont aujourd'hui réellement en danger. Suppression, alors ils savent faire du lobby et ils l'ont bien fait, mais on était à la limite de la suppression de l'aide du fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui allait être baissé de plus de 50 ou 60%. La région des Pays de la Loire annonce 75% de baisse des dotations à la culture, dont évidemment l'aide aux 22 radios associatives des Pays de la Loire. Et moi, je considère que ces médias, qui sont des médias qui ne sont pas des médias d'audience, mais qui sont des médias d'influence, parce que les gens qui sont là sont des gens convaincus, et que quand on vient dans une émission sur qu'elle s'appelle Radio 4 du côté d'Agen, ou qu'elle s'appelle Prune Radio ou Alter Radio, et quelles que soient les obédiences, ce sont des radios qui sont faites avec des gens d'un territoire, pour des gens d'un territoire, et avec en effet une audience qui est peut-être faible, mais avec une forte influence, parce que les gens qui viennent parler parlent de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils connaissent, et c'est très très rare qu'on ait de la langue de bois. Donc ces médias sont des médias à protéger. Et je m'en référais encore il y a quelque temps sur des réseaux de radio associatifs comme RCF, où je leur dis écoutez, lisez et regardez aujourd'hui ce que propose l'économiste Julia Cagé sur la manière de préserver ce commun territorial que sont les médias, mais par extrapolation les médias associatifs aussi, pour les protéger de toute incidence politique, c'est-à-dire des baisses d'un budget de l'État qui viendrait mettre à mal ce commun, mais en n'ayant pas non plus de l'entrisme d'entreprise ou d'entrepreneurs qui viendraient faire passer des messages. Et sa proposition dans Sauver les médias, un petit fascicule très très intéressant, eh bien, il permet de créer une nouvelle dynamique, un nouveau business model qui viendrait équilibrer l'ensemble. Et on rejoint tout le travail que fait le Rameau sur le Faire Alliance, parce que là, on a vraiment une structuration du Faire Alliance d'un média, qu'il soit territorial ou qu'il soit pas territorial. Ça, c'est une réflexion qui va un petit peu plus loin, mais c'est ce que de manière infuse, j'ai commencé à apprendre et à comprendre grâce au podcast de Comment vas-tu bien la planète, que ce soit par les échanges avec les intervenants, ou que ce soit par les échanges avec le Rameau et avec Charles Benoît. Voilà, donc le podcast de Comment vas-tu bien la planète, eh ben il est dans une phase ascendante de transformation, et on va d'ailleurs, si je peux me permettre, lancer un crowdfunding là sur la période du mois de décembre, pour lui permettre d'exister en tout cas le plus possible l'année prochaine, et pouvoir donner cette fois-ci des rendez-vous réguliers, au-delà d'une fois par mois, de manière beaucoup plus régulière. Et voilà. Et donc, on va lancer ça d'ici le mois de décembre. Enfin, je n'étais pas là pour faire ma pub, mais surtout pour vous expliquer qu'un média, c'est un commun dans un territoire à protéger, et que l'éducation populaire, les radios associatives, les médias locaux sont là pour donner la parole à celles et ceux qui, au quotidien, changent la norme, changent la donne. Merci beaucoup, Patrick, et on voit bien dans ce que tu viens de dire, finalement, l'importance de traiter de cette question-là dans un webinaire comme trajectoire socio-économique, puisque
de la même façon que nous avions rappelé dans le webinaire précédent, dans la restitution des travaux sur les petits et moyens territoires, que nos collectivités territoriales, dans les petits et moyens territoires, faiblement dotés en ingénierie, finalement se questionner, bien évidemment, sur cette question de leur propre modèle socio-économique. Bien évidemment, la question des médias, elle est la même que celle des acteurs associatifs d'intérêt général. On voit bien que la transformation de nos modèles touche aujourd'hui tous les acteurs. Et ça rejoint d'ailleurs la réaction de Thierry Legendre sur le risque que l'on a à ne pas se préoccuper de ces communs, et notamment de ces communs territoriaux, eh bien, finalement, qu'ils soient préemptés par ceux qui peuvent avoir des moyens de le faire, mais avec d'autres intentions que l'intérêt général. Et ça, c'est un point qui est absolument structurant au cœur même de l'animation de ce webinaire. La deuxième réaction, c'est de dire, finalement, l'importance soulignée de rendre lisible et visible une information qui peut être évidente pour certains, mais quelque part qui peut être totalement incomprise et voire incompréhensible pour d'autres. Et ce que je trouve très intéressant dans le cheminement qu'on a mené ensemble, c'est de comprendre que finalement, que ce soit les pionniers qui vont identifier par ce fait de pouvoir rendre compte qu'ils ne sont pas seuls, parce qu'effectivement, s'ils peuvent être pionniers sur un sujet, ils peuvent se rendre compte que d'autres sont pionniers sur des éléments complémentaires, et donc finalement de rompre cette solitude de celui qui fait et qui peut avoir le sentiment d'être que c'est un peu lourd à porter. Aussi les innovateurs, puisque les innovateurs, la deuxième catégorie, j'allais dire, peuvent s'inspirer d'autres innovateurs, d'autres entrepreneurs de territoire dans cette dynamique finalement qui s'inspire. Et puis le troisième, c'est pour moi tout l'enjeu de cette ouverture des médias, c'est le public plus large, celui qu'on n'a pas l'habitude de toucher et qui finalement peut être éclairé dans une dynamique finalement explicative qui le touche lui, qui le concerne lui et qui rend audible ce qui n'est pas forcément audible dans les formes d'expression que l'on a entre soi, puisque nous avons tous la même problématique de finalement d'un dialogue ou d'un discours qui est souvent entre soi. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir comment les médias peuvent à la fois montrer aux pionniers qu'ils ne sont pas seuls et donc les encourager, inspirer les innovateurs qui sont déjà en chemin de transformation, mais aussi être finalement la possibilité de dire mais c'est peut-être aussi pour moi et je suis peut-être déjà dans cette transformation sans l'avoir identifié. C'est ce que nous appelons au Rameau la stratégie du 90-10-1, hein. Comment on éclaire 90% des acteurs, on inspire les 10% d'innovateurs pour qu'ils aillent encore plus loin, et puis on rassure nos 1% de pionniers et défricheurs pour qu'ils aient le courage de continuer à prendre le risque de défricher pour tous. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de vous avoir entendu tous les quatre, parce qu'on voit bien à quel point cette question de la transformation, elle ne serait pas de la transformation vue d'acteurs vers les autres, vue d'observateurs neutres du sujet. Mais finalement, ce que vous incarnez tous les quatre, c'est cette transformation que vous-même vivez au sein de vos organisations, au sein de vos projets, qui amène justement à construire avec d'autres finalement cette information de qualité pour permettre à chacun de se saisir dans le sujet. Et je suis très sensible à ce qu'a écrit Thierry Legendre dans le chat, à la fois sur ce risque de pouvoir instrumentaliser l'information, et ça on le voit bien, mais aussi l'urgence de réinventer finalement des modèles qui permettent à tous les territoires de pouvoir s'en saisir. Yann, peut-être une ou deux questions. Merci Charles Benoît. Donc oui, une question posée par Christine Lefebvre. Pourquoi les médias de solutions ne travaillent-ils pas de façon collaborative, car il en existe plusieurs, les moyens sont contraints, or il semblerait nécessaire de mutualiser vos ressources pour plus d'impact. Je pense qu'elle s'adresse notamment à Patrick. C'est une excellente question. D'abord, je pense que c'est parce qu'on ne se connaît pas forcément tous et qu'on ne se connaît pas forcément tous très très bien.
Parce que je pense que on part tous de notre générosité propre quand on se lance dans le média de solution, et que il faut, et ça c'est une autre découverte grâce à Laurent Lély d'ailleurs dans le monde économique, c'est qu'on partage le même langage pour parler d'un média de solution, même si il y a une école du journaliste de solution, même s'il y a des gens, mais on peut le faire sous un format d'enquête, on peut le faire sous un format de reportage. Donc je pense qu'il y a vraiment une question de langage. Il y a une question de rencontre, et puis je pense qu'il y a aussi parfois des questions de ligne éditoriale. Vous avez un média aujourd'hui qui est né, j'en fais la promotion parce que c'est quand même intéressant de voir qu'aujourd'hui c'est le premier média, la première radio nationale créée depuis près de 30 ans, c'est RZN Radio, qui est créée sur le DAB+. Le DAB+, c'est cette nouvelle fréquence radiophonique, puisque la FM à moyen terme va disparaître au profit du DAB+, comme l'antenne qu'on a sur notre toit a disparu au profit de la TNT. Et puis évidemment des réseaux internet. Mais ça, on aurait pu en parler aussi, ça d'ailleurs, du poids des réseaux sur les médias. C'est aujourd'hui, chaque média est à la merci de SFR, de Bouygues, de MyCanal, et pour l'instant c'est gratuit, mais un jour s'ils décident que ce soit payant, ou que si vous voulez être vu, il faudra que ce soit payant, alors que le DAB+ et la TNT c'est gratuit. Voilà, c'est ça la ligne de défense. Donc je pense qu'il y a tout ça, qui est en ligne de compte, et RZN Radio vient se positionner aujourd'hui peut-être un peu comme le futur média de référence sur le média de solution, puisque sa baseline c'est le média 100% positif, et c'est vrai que vous trouverez rien j'ai envie de dire de dépressiogène chez RZN Radio. Tout est construit pour nous donner l'envie d'espérer. Maintenant voilà, je crois que c'est parce qu'on est d'abord des artisans, et que peut-être qu'il faut créer une coopérative artisanale, mais il me semble que j'ai vu passer des choses là aussi dernièrement. Puis c'est très récent, donc il faut aussi que les choses se construisent. Merci Patrick de ton éclairage. Alors, en entendant artisan, je fais le lien. Il se trouve que l'un des témoins, Baptiste Gapen, fait partie des artisans du bien commun, justement pour l'engagement qu'il a mis en place pour mettre en place Territoire Audacieux, a été reconnu à ce titre-là. Et j'ai eu un autre commentaire qui appelle peut-être aussi des regards de Pierre et de Céline, commentaire de Thierry Legendre qui partage un constat d'une faiblesse de récits de médias locaux. Je ne sais pas si vous souhaitez rebondir en quelques mots sur cette vision-là. Bon, en médias locaux, moi, c'est vrai que je suis pas le plus à l'aise, puisque pour le coup, on n'est pas trop dedans. Mais enfin, c'est vrai qu'après, localement, ça dépend des initiatives. On a toutes les problématiques aussi auxquelles, par exemple, Patrick confronté, de modèle économique. Bon, on a reparlé là des coupes envisagées sur les radios, une extrémiste sauvée pour cette année, ou ainsi de suite. Mais enfin, il faut quand même effectivement avoir une assise et un projet, voilà, puisque le bénévolat a quand même ses limites. On a beau avoir toutes les facilités, enfin l'engagement, l'énergie, si derrière on n'a pas une assise et un modèle économique, c'est compliqué pour arriver à diffuser de l'information de qualité, même localement. Donc peut-être ceci explique cela, je ne sais pas. Oui, peut-être pour compléter, les médias locaux, c'est aussi un peu vaste. On peut mettre des petits médias locaux, des médias, par exemple, celui de Villiers-le-Bel, il est porté par la mairie. Il y a la presse quotidienne régionale qui est certes en décroissance, mais qui rassemble encore beaucoup de lecteurs, notamment Ouest-France, qui est un des plus lus. Bien toute la famille Ebra qui est portée par le Crédit, enfin la famille des journaux. Ebra qui est portée par le Crédit Mutuel, ou Rodolphe Saadé avec des journaux de la Provence, je crois, à Marseille. Donc il y a différents médias locaux. Peut-être ça pose la question du récit du territoire, et celui-ci peut aussi être porté par des médias nationaux. Je pense à Bayard, je pense particulièrement aux Pèlerins qui
a souvent une image un peu surannée, mais qui est en réalité se veut le média du lien et qui met beaucoup en valeur les initiatives territoriales autour du lien social, autour du journalisme de solutions, et donc qui porte énormément des récits locaux. Mais bon, je rejoins ce que disait Pierre, hein, ça dépend beaucoup des modèles économiques, et on voit que Ouest France ou EBRA sont portés par des gros des structures avec des grosses ressources financières. Parmi les sujets qui seront évoqués, qui seront travaillés dans le cadre je parlais tout à l'heure du programme Réussir ensemble la territorialisation des transitions, hein, qui est porté par le Fonds 2017, ça fait typiquement partie des questions, c'est-à-dire de la même façon qu'on réfléchit sur la question des modèles socio-économiques, des structures d'intérêt général, de l'ingénierie locale, bien évidemment, cette question de l'information locale fait partie des sujets. Donc, je nous invite à une prochaine session lors d'un webinaire en 2025 pour en parler, parce que je pense qu'il y a vraiment cette question de modèle socio-économique de l'information. Comment est-ce que on évite de tomber finalement dans le travers de la prestation de service qui n'est plus journalistique, mais comment est-ce qu'on peut mettre cette information journalistique en débat et en travaux. C'était notamment l'expérimentation du Grand Bergeracois audacieux, y compris pour pouvoir permettre au territoire de redégager des marges finalement de modèles socio-économiques collectifs. Je pense qu'il y a vraiment un débat et je nous invite à réouvrir ce débat en 2025 lors d'une session dédiée. Je pense que ça le mérite vraiment. Yann, ton micro. Merci pour ces échanges complémentaires. On va écouter à présent Élodie Julien, directrice de la recherche du Rameau, nous partager dans l'actualité de nouveaux outils pour piloter les transitions. Merci Yann et bonjour à tous. Alors effectivement, le mois de novembre 2024 est un mois qui est particulièrement riche en termes de publication et d'actualité, puisque il y a eu un certain nombre, une diversité d'outils qui sont publiés au cours du mois, qui permettent d'accompagner la transformation des équilibres socio-économiques. Et je vous propose justement de faire un petit tour d'horizon de tout de toute l'actualité de ce mois-ci. Sur la question des modèles socio-économiques, comme le disait Charles Benoît tout à l'heure, il y a eu le Forum national des associations et des fondations hier exactement, et 2 publications majeures y ont été lancées. L'une qui est portée par l'ADASI, un partenaire du Rameau, qui a publié hier son guide sur les modèles socio-économiques, qui est un guide illustratif qui revient sur les fondamentaux des modèles socio-économiques avec des regards d'experts et de nombreux exemples. Donc ce guide-là, vous pouvez le retrouver sur le site de l'ADASI, adasi.org. Autre publication majeure sur la plateforme numérique d'accompagnement trajectoire socio-économique. L'année dernière, au même moment, on lançait cette plateforme numérique. Hier, on a enrichi la plateforme avec un nouveau module qui est hybridé son modèle socio-économique, qui est un parcours expérientiel qui permet à chacun de valoriser ses propres pratiques existantes. Et donc, il y a quatre séquences, 4 vidéos et outils pratiques qui permettent à chacun de valoriser ce qu'il fait. Et c'est un parcours qui sera lancé petit à petit tout au long du mois de décembre, le 3, le 10 et le 17. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Sur la question de l'innovation sociétale, hier, donc dans le cadre du Forum national des associations et des fondations, on a eu une table ronde, une conférence justement sur la question de l'innovation sociétale, du pilotage et des compétences pour piloter cette innovation, puisque on est tous confrontés à cette nécessité d'inventer ensemble, et sauf que en pratique, c'est pas forcément simple. Donc c'est pour ça que hier on a lancé la plateforme piloter l'innovation sociétale, qui permet à la fois de comprendre les fondamentaux du processus d'innovation sociétale, de valoriser ses propres pratiques, de pouvoir explorer toutes les méthodes qui existent et qui sont mises à disposition, et enfin de pouvoir développer ses compétences. Et comme vous le voyez à l'écran, cette plateforme est développée en partenariat avec la Direction Jeunesse, Éducation Populaire, Vie Associative, la GIRC Arco, le groupe Caisse des Dépôts, le Fonds des 17, la Fondation Bettencourt-Schuller et le Rameau. Autre actualité très importante de ce mois-ci, mais qui arrive, ça concerne la territorialisation des transitions et plus particulièrement tout ce qui va se passer
au Salon des maires. Le Salon des maires, c'est du 19 au 21 novembre prochain, donc la semaine prochaine. Charles Benoît en a rapidement parlé. Il y a eu du teasing sur l'étude impact et trajectoire qui est menée auprès des élus locaux. On aura une synthèse de cette étude le 21 novembre prochain, donc jeudi prochain matin à 11h30 sur le stand du CEREMA. Donc quelques éléments clés si ça vous intéresse. Évidemment, vous êtes les bienvenus. Et à cette occasion, on aura aussi la possibilité de donner la parole au comité 21 qui publie également son nouveau guide « Construire une stratégie locale de développement durable » qui est une nouvelle version de ce qu'ils avaient déjà fait sur les liens entre ODD et collectivité. On aura aussi la présence de la NPP Territoire de Projet avec son nouveau vadémicum qui traite du bonheur local. Et d'ici là, dès demain, vous avez la possibilité de découvrir le nouveau dossier, 5e dossier annuel de Juris Association sur les coopérations territoriales. Et ça, c'est pour demain. Voilà, et puis de toute façon, comme vous le savez tous, hein, les actualités, c'est aussi toutes les informations hebdomadaires que vous le retrouvez dans le cadre des jeudis de l'ODD 17. Donc le 7 novembre dernier, la semaine dernière, vous avez eu un avant-goût de ce guide de la DASI, puisqu'il y a eu une interview de sa déléguée générale et un exemple déjà qui a été publié. L'interview du mois, c'est la semaine prochaine avec Simon Luc du comité 21 qui est interviewé. Et le 28 novembre, c'est le fameux podcast de Patrick qui reviendra sur l'agenda 2030 territorialisé avec 3 interventions complémentaires, celle de Simon hein, du comité 21, celle du fonds ODD 17 qui sera représentée par le Rameau, et celle de Florence Provandier qui est ancienne députée, rapporteure sur les ODD en 2022. Et puis pour terminer ce tour d'actualité, tous les derniers vendredis de chaque mois, on a une session d'embarquement pour découvrir la base Impact Alliance. Vous pouvez y découvrir toutes les informations hebdomadaires, des exemples de démarches partenariales, de la veille grâce au bulletin de veille sur l'innovation sociétale et le lien vers le réseau des catalyseurs territoriaux. Et j'aurai le plaisir de vous y retrouver cette fois-ci avec la casquette de la Fondation des Territoires qui organise le 26 novembre prochain son 7e dîner entre élus et entreprises qui sera dédié à l'innovation territoriale. Et à cette occasion, la Fondation publiera sa note annuelle sur l'innovation territoriale que vous pourrez découvrir le 27 au matin. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur l'ensemble des actualités du mois. Un grand merci Élodie pour ce rappel très clair et concis. Et la prochaine escale pour ce webinaire, c'est le 19 décembre sur le thème de l'ODD 10, investir pour réduire les inégalités en territoire en partenariat avec Cluster Jura. 2 clins d'œil avant de vous souhaiter un excellent après-midi. Christine Lefebvre, dans le fil de questions de la Fondation Massif, nous a partagé une expérimentation auprès d'influenceurs locaux en lien avec la jeunesse pour explorer le sujet des relais de sujets de solutions sociétales sur les territoires. Et Eva Radek de Spark News nous a rappelé que le prochain dossier sur les forêts sera publié le 27 novembre. Les partenaires de cette opération et donc à vos kiosques le 27 novembre pour les forêts dans vos quotidiens, près de vos quotidiens locaux. Un très grand merci à chacune et à chacun des intervenants. C'était passionnant. Un très bel après-midi à toutes et à tous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir, merci.